Elle gâche sa vie avec ses peintures, a déclaré ma sœur à ses amis UP via l'écran de son téléphone. Elle ne paie même pas son loyer, a rajouté maman en coupant sa viande. J'ai continué à manger en silence, habituée à être le sac de frappe verbale de la famille. Soudain, une notification sur l'iPad de mon frère a illuminé la table tamisée, l'identité de l'artiste le plus cher du monde révélée. Il a lu le nom. Il a regardé ma main posée sur la nappe. Leurs fourchettes sont tombées, brisant la porcelaine et leur arrogance en une seule seconde. Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans ce dîner désastreux, dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Tout a commencé par un trajet en RER B. Il était 18h30, l'heure de pointe à Paris. J'étais comprimée contre la vitre, entourée par des visages fatigués, des étudiants écoutant de la musique trop fort et l'odeur métallique si particulière du souterrain parisien. Le train filait vers le sud, quittant la banlieue nord de Pantin où je vivais, pour rejoindre les quartiers chics de l'ouest parisien. Je regardais mon reflet dans la vitre sale. Une femme de 32 ans, vêtue d'une robe noire ample, sans marque apparente, les cheveux attachés en un chignon un peu lâche. Pour la plupart des gens, je ressemblais à une artiste bohème fauchée, ou peut-être à une étudiante en fin de droit. Pour ma famille, je ressemblais à un échec. Un échec cuisant, embarrassant, qu'on préfère cacher sous le tapis persan du salon. Ce soir, c'était l'anniversaire de ma mère, Bérangère. 60 ans. Un chiffre rond, important, qui exigeait ma présence sous peine d'être excommunié définitivement du cercle familial. J'avais hésité à venir. J'avais failli prétexter une grippe, une commande urgente, n'importe quoi. Mais la voix de mon père, décédé il y a 3 ans, résonnait dans ma tête. Mao, sois patiente avec eux. Ils ne voient pas le monde comme toi. Papa était le seul à ne jamais avoir jugé mes mains tachées de peinture. Je serrais contre moi un petit paquet plat, enveloppé dans du papier journal. C'était mon cadeau pour maman. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux Cartier ni de foulard Hermès. C'était une esquisse au fusain, un portrait d'elle que j'avais réalisé de mémoire, capturant un moment rare où elle souriait sans arrière-pensée. Une œuvre brute, sincère. Je savais déjà qu'elle détesterait l'emballage. Elle ne verrait que le papier journal froissé, symbole de ma supposée pauvreté, et non l'art qui se trouvait à l'intérieur. Le train a freiné brusquement à la station avenue Foch. Je suis descendue, laissant derrière moi la foule du métro pour émerger dans le calme feutré du 16e arrondissement. Ici, l'air semblait différent. Plus léger, moins pollué, ou peut-être était-ce juste l'odeur de l'argent qui parfumait les trottoirs impeccables. J'ai marché jusqu'à l'immeuble Haussmannia où mes parents vivaient depuis 30 ans. La pierre de taille était fraîchement ravalée, les balcons en fer forgé brillaient sous les réverbères. J'ai composé le code d'entrée. Le déclic lourd de la porte en chêne massif m'a donné l'impression d'entrer dans un coffre-fort, ou peut-être une prison dorée. Dans l'ascenseur tapissé de velours rouge, je me suis regardée dans le miroir. J'ai ajusté mon col. Ma robe était en réalité une création unique d'un designer japonais d'avant-garde, tissée dans une soie sauvage rare, valant plus que le salaire mensuel de mon beau-frère banquier. Mais je savais qu'il ne verrait qu'un sac à patates noires. C'était le jeu. Mon armure invisible. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas de peur, mais d'une sorte d'anticipation toxique. Je savais ce qui m'attendait. Les piques passives-agressives, les regards en biais, les soupirs théâtraux. J'étais la brebis galeuse, l'artiste ratée, celle qui avait refusé de faire HEC ou Sciences Po pour gribouiller sur des toiles. J'ai inspiré profondément avant de sonner. J'entendais déjà des rires à l'intérieur. Le rire aigu et cristallin de ma sœur Sixtine. Ce rire qui, autrefois, signifiait la complicité, mais qui était devenu une arme tranchante. Allez, Mao, me suis-je murmuré. Ce n'est qu'un dîner. 3 heures. Tu peux survivre 3 heures. J'ai appuyé sur la sonnette. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière fois que j'appuierais sur ce bouton en tant que Mao l'a raté. Je ne savais pas que dans quelques heures, tout ce monde de cristal et de velours allait voler en éclats. La porte s'est ouverte sur ma mère, Bérangère. Elle était impeccable, comme toujours.
Un brushing rigide qui défiait la gravité, une robe de cocktail bleu nuit qui mettait en valeur ses perles, et ce sourire figé qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Ah, Mao. Tu es là. Pas de bonjour, pas de ça fait plaisir de te voir. Juste un constat, teinté d'une légère déception. Avant même que je puisse l'embrasser, son regard a scanné ma tenue de haut en bas, s'attardant tragiquement sur mes chaussures. C'étaient des bottines en cuir souple, confortables pour travailler, sur lesquelles une minuscule tache de peinture bleu céruléen avait séché près de la semelle. Invisible pour le commun des mortels. Un crime de lèse-majesté pour Bérengère. Tu aurais pu cirer tes chaussures, a-t-elle soupiré en s'écartant pour me laisser entrer. Et cette odeur? Tu as pris le métro, n'est-ce pas? Bonsoir maman, joyeux anniversaire, ai-je répondu en lui tendant le paquet en papier journal. Et oui, j'ai pris le métro. C'est pratique, tu sais. Elle a pris le paquet du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un déchet radioactif. Le métro. Je t'avais pourtant dit de passer par l'entrée de service si tu venais avec ces vêtements. L'odeur du souterrain va imprégner les doubles rideaux en soie sauvage. C'est une horreur à faire nettoyer. Elle a posé mon cadeau sur une console dans l'entrée, loin, très loin des autres paquets emballés dans du papier glacé doré et argenté. Va te laver les mains, s'il te plaît. Immédiatement. J'ai obéi, entrant dans ce salon que je connaissais par cœur. Le lustre en cristal de baccarat projetait des arcs-en-ciel sur les murs couleur crème. Tout ici criait « Ancien régime ». Les meubles Louis XV, les tapis d'Aubusson, les bibelots en porcelaine de Sèvres enfermés dans des vitrines. C'était un musée, pas une maison. Un mausolée dédié à l'apparence. Au centre de la pièce, ma sœur Sixtine trônait sur le canapé. Elle était magnifique, je devais l'admettre. Blonde, élancée, vêtue d'une robe crème qui valait probablement 3 mois de loyer parisien moyen. Elle tenait son téléphone à bout de bras, en plein appel vidéo. Non, mais c'est hilarant, Charles-Henri, s'exclamait-elle en riant à l'écran. Tu ne devineras jamais qui vient d'arriver. Elle a tourné l'écran vers moi alors que je traversais le salon. Je me suis figée. Sur l'écran, je voyais une mosaïque de visages ses amis huppés, probablement en direct de Saint-Tropez ou de Gstad. Voici ma petite sœur, l'artiste, a annoncé Sixtine avec une emphase moqueuse sur le mot artiste. Regardez ce style, c'est ce qu'on appelle le chic dépressionnaire, non? Mao, dit coucou à Charles-Henri et Victoire. J'ai senti mes joues chauffer, non pas de honte, mais d'une colère froide. Bonsoir Sixtine, ai-je dit calmement, ignorant la caméra. Oh, elle est timide, a continué Sixtine en ramenant le téléphone vers elle. Tu as vu sa robe? Je parie qu'elle l'a dénichée aux puces de Saint-Ouen ou Clignancourt. C'est tellement authentique. J'ai continué vers la salle de bain des invités, serrant les poings. Si seulement elle savait. Si seulement elle savait que cette robe de puce avait été présentée à la Fashion Week de Tokyo et m'avait été offerte par le créateur lui-même en échange d'une toile. Mais à quoi bon? Expliquer cela à Sixtine, c'était comme essayer d'expliquer la physique quantique à un poisson rouge. En sortant de la salle de bain, je suis tombée sur Enguerrand, le fiancé de Sixtine. Il portait un costume bleu marine parfaitement coupé et tenait une coupe de champagne comme un sceptre royal. Enguerrand travaillait dans la banque privée. Il avait ce genre de visage qui semblait avoir été giflé avec une cuillère en argent à la naissance, mou, arrogant et perpétuellement insatisfait. Mao, a-t-il dit en guise de salutation, me bloquant le passage. Il a reniflé ostensiblement l'air autour de moi. Toujours dans ta face bohème, je vois. Dis-moi, ça paie bien l'arabe stress ces temps-ci? Ou est-ce que tu vis encore des allocations? Il a ri de sa propre blague, un petit rire nasal et saccadé. Je me débrouille, Enguerrand, ai-je répondu, tentant de le contourner. Se débrouiller, a-t-il répété avec mépris. C'est le mot code pour vivre au crochet de la société, n'est-ce pas? Tu sais, à la banque, on a un terme pour les profils comme le tien, non-valeur, point. Il a levé sa coupe vers moi. Allez, courage. Peut-être qu'un jour tu rencontreras un homme riche et aveugle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Une envie folle de lui dire la vérité m'a traversée. De lui dire que son petit bonus annuel de banquier ne couvrirait même pas mes frais de matériel artistique.
Mais je me suis tue. Pas encore. La soirée ne faisait que commencer. Nous sommes passés à table. La salle à manger était encore plus intimidante que le salon. Une longue table en acajou poli, dressée avec une précision militaire. Argenterie lourde, verre en cristal aligné par taille, serviette en lin belge pliée en forme de cygne. J'ai cherché ma place. Sans surprise, mon carton porte-nom était placé au bout de la table, près de la porte battante de la cuisine. La place du « pauvre parent », celle où l'on sent les courants d'air et où l'on entend le lave-vaisselle tourner. Le premier plat est arrivé, une terrine de foie gras maison accompagnée de brioche tiède. Com, mon petit frère de 26 ans, s'est assis en face de moi. Com était le « génie » autoproclamé de la famille. Il travaillait dans la tech, ou la crypto, ou une start-up d'IA, cela changeait tous les 6 mois, mais c'était toujours révolutionnaire. Il ne lâchait jamais son iPad Pro, même à table. Bon appétit, a dit maman, surveillant la table comme un général inspecte ses troupes. J'ai pris un morceau de pain. Enguerrand, assis à la droite de Sixtine, a fait tourner son vin dans son verre, un Bordeaux grand cru, observant la robe rouge sombre avec une expertise théâtrale. Tu devrais goûter ça, Mao, a-t-il lancé, sachant pertinemment que ma bouteille d'eau était la seule chose à m'apporter. C'est un 2005. Une année exceptionnelle. Mais bon, j'imagine que ton palais est habitué à la bière en canette et au vin de table en cubis. Laisse-la, chérie, a gloussé Sixtine en posant sa main manucurée sur le bras d'Enguerrand. Le goût, ça s'éduque. Et l'éducation, ça coûte cher. J'ai avalé ma bouchée de foie gras avec difficulté. Le gras riche et onctueux semblait se transformer en cendres dans ma bouche. En parlant de coûts, a intervenu Enguerrand, se lançant dans son sujet favori. L'inflation atteint des sommets. Les taux directeurs explosent. C'est une période critique pour l'économie. Franchement, Mao, je ne sais pas comment tu dors la nuit. Avec un métier aussi précaire que gribouilleuse, tu es en première ligne pour la faillite personnelle. Il a pointé son couteau vers moi. Sérieusement, tu as pensé à ta retraite? À 32 ans, si tu n'as pas commencé à capitaliser, c'est fini. Tu finiras SDF à 60 ans. Un souvenir m'a frappé de plein fouet. Il y a 5 ans, quand j'avais voulu louer mon premier véritable atelier, j'avais besoin d'un garant. J'étais allé voir Enguerrand à sa banque, avec mon dossier sous le bras, pleine d'espoir. Il m'avait reçu dans son bureau climatisé, avait feuilleté mon business plan pendant 30 secondes avant de le repousser avec un sourire condescendant. La banque n'investit pas dans les rêves viels, Mao. Reviens me voir quand tu auras un vrai travail. J'étais sorti de là en pleurant de rage. Aujourd'hui, je possédais l'immeuble entier, et lui ne le savait même pas. Je gère mes finances, merci, ai-je dit, la voix un peu trop basse. Tu gères? Com a éclaté de rire, le nez toujours collé à son écran. C'est la meilleure de l'année. Attends, je vérifie un truc. Il a tapoté frénétiquement sur sa tablette. Tiens, c'est drôle. J'ai toujours accès à ton compte livret à la banque postale, celui que papa t'avait ouvert quand tu avais 12 ans. Je viens de regarder. Solde actuel, 12,50 €. Il a tourné l'écran vers la table pour que tout le monde voie le chiffre dérisoire. 12 €, Mao. Tu ne peux même pas te payer un menu Big Mac avec ça. Maman a poussé un petit cri étouffé, portant sa main à sa bouche. Mon Dieu! C'est pire que je ne pensais. 12 €. J'ai eu pitié, a continué Com avec un sourire suffisant. Je viens de te faire un virement instantané de 50 €. De rien. Considère ça comme une œuvre de charité. Va t'acheter, je ne sais pas, un tube de peinture? Ou du savon? Sixtine et Enguerrand ont éclaté de rire. Un rire cruel, synchronisé. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas leur dire que ce compte livret était une relique, un leurre que je gardais ouvert précisément pour ça, pour qu'ils croient ce qu'ils voulaient croire. Mon véritable patrimoine était dispersé dans des trusts, des holdings immobilières et des comptes numérotés en Suisse et au Luxembourg, gérés par des avocats fiscalistes qui facturaient plus à l'heure que ce que Com gagnait en une semaine. Mais à cet instant précis, face à leur hilarité, la satisfaction de mon secret commençait à s'effriter sous le poids de l'humiliation.
Le plat de résistance est arrivé, un magret de canard aux cerises. Alors que les rires se calmaient, Sixtine a décidé de recentrer l'attention sur son sujet préféré, elle-même, et par extension, son mariage imminent. Bref, oublions les finances catastrophiques de Mao, a-t-elle dit en agitant sa main pour chasser le sujet comme une mouche gênante. Parlons du grand jour. Maman, j'ai eu le fleuriste au téléphone. Il confirme pour les pivoines blanches importées d'Équateur. 8 000 € de fleurs, mais ça va être divin. 8 000 €? Ai-je répété machinalement. C'était le prix de la bourse d'études que je venais d'accorder anonymement à un étudiant prometteur des beaux-arts. La qualité a un prix, ma chérie, a répliqué maman en souriant à Sixtine. Ce mariage sera l'événement de la saison. Tout le gratin parisien sera là. Sixtine s'est tournée vers moi, ses yeux bleus brillants d'une lueur calculatrice. À ce propos, Mao, on a réfléchi avec Enguerrand pour ton rôle dans le cortège. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Ah oui? Oui. Au début, je pensais te mettre demoiselle d'honneur, mais, soyons réalistes. Les autres filles sont toutes des amies de promo, elles sont mariées à des avocats ou des médecins, elles ont un certain standing. Et puis, les robes de demoiselle d'honneur coûtent 600 €. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras financier. C'est très attentionné, ai-je dit, le sarcasme perçant à peine ma voix. Donc, a poursuivi Enguerrand, prenant le relais, on a pensé à une mission plus adaptée à tes compétences. Tu seras responsable de la salle des cadeaux. La salle des cadeaux? Oui. Tu resteras dans la petite pièce à l'entrée du château pour réceptionner les enveloppes et les paquets des invités, les noter sur une liste et veiller à ce que rien ne disparaisse. C'est important, tu sais. Il y aura beaucoup de valeur. On a besoin de quelqu'un de confiance, et qui de toute façon ne connaîtrait personne à la fête. Je les ai regardés, stupéfaite. Ils m'invitaient à leur mariage pour jouer les vigiles. Pour me cacher dans un placard pendant qu'ils buvaient du champagne et dansaient. Et une dernière chose, a ajouté Sixtine, son ton devenant soudain plus dur. S'il te plaît, Mao, pour le cadeau de mariage, ne nous offre pas une de tes toiles. Je suis sérieuse. On ne saurait pas où la mettre, et ça ferait tâche avec la décoration. Enguerrand a déjà commandé une pièce maîtresse pour le hall de réception. Ah bon? J'ai levé un sourcil. Oui, a dit Enguerrand en bombant le torse. On a cassé la tirelire. On a réussi à obtenir, via un courtier spécialisé, une œuvre de l'artiste Vespé. Tu ne connais probablement pas, c'est hors de ta ligue. C'est l'artiste le plus coté du moment. Une œuvre abstraite, puissante, lumineuse. Ça, c'est de l'art, Mao. Ça, c'est un investissement. Pas tes gribouillages dépressifs. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Ils avaient acheté une de mes toiles. Ils avaient probablement payé 3 fois le prix galerie à cause des intermédiaires, juste pour pouvoir dire qu'ils possédaient un Vespé. L'ironie était si forte qu'elle en devenait physique. Je possédais leur admiration sous un faux nom, tout en subissant leur mépris sous mon vrai nom. C'est drôle, ai-je murmuré. Vespé. J'ai entendu dire que son travail était très personnel. Qu'est-ce que tu en sais, a coupé Sixtine. Contente-toi de surveiller les cadeaux et de ne pas porter ce genre de robe le jour J. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à sauver. Plus aucun lien à préserver. Il ne me voyait pas comme une sœur ou une fille, mais comme un accessoire défectueux. Si votre famille vous traitait comme du personnel de service lors d'un événement familial, que feriez-vous? Vous partiriez en claquant la porte ou vous resteriez pour voir jusqu'où ils peuvent aller? Dites-le-moi dans les commentaires, je suis curieuse de voir vos réactions. L'atmosphère autour de la table s'était alourdie, chargée de cette tension particulière que seules les familles dysfonctionnelles savent créer. Maman a reposé ses couverts, signalant la fin du plat principal. Elle m'a regardé longuement, ses yeux parcourant mon visage sans maquillage, mes mains nues sans bague. Ce n'était pas de la haine que je lisais dans ses yeux. C'était pire. C'était de la honte. Une honte profonde, viscérale. Pour elle, je n'étais pas seulement sa fille, j'étais une tache sur son CV de mère parfaite. Mao, a-t-elle commencé, sa voix prenant ce ton doucereux qu'elle utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles.
J'ai déjeuné avec Anne-Sophie de Montmirail hier. Tu te souviens de sa fille, Claire? Celle qui faisait du ballet, ai-je demandé poliment. Celle qui est maintenant associée senior dans un cabinet d'avocats d'affaires à New York, a corrigé maman sèchement. Elle vient d'acheter un appartement sur la 5e avenue. Anne-Sophie était si fière en montrant les photos. Et quand elle m'a demandé ce que tu devenais, elle a laissé la phrase en suspens, laissant le silence faire son œuvre. Qu'est-ce que tu as répondu, maman? J'ai menti, Mao. J'ai dû mentir. J'ai dit que tu étais consultante en art pour des investisseurs privés. C'était le seul moyen de sauver la face. Je ne pouvais pas dire, oh, ma fille vit dans un hangar désaffecté en banlieue et peint des choses que personne ne comprend, point. Elle a fouillé dans son petit sac à main en perles posé sur la table et en a sorti un papier plié en 4. Elle me l'a tendu par-dessus les verres en cristal. Tiens. Prends ça. J'ai déplié le papier. C'était une petite annonce imprimée depuis un site d'offre d'emploi, avec un numéro de téléphone entouré au stylo rouge. Urge, recherche personnelle d'entretien pour galerie d'art contemporain, Marais. Horaire décalé. SMIC horaire. Expérience en nettoyage de surface délicate appréciée. J'ai relevé les yeux vers elle, incrédule. Maman. Tu veux que je postule comme femme de ménage? Ce n'est pas n'importe quel ménage, s'est-elle défendue, comme si elle me faisait une faveur immense. C'est dans une galerie d'art prestigieuse. Tu serais dans ton élément, non? Tu serais entouré d'art. Et puis, c'est un travail honnête, avec un salaire fixe. Tu pourrais enfin cotiser pour ta retraite, avoir une mutuelle. C'est Anne-Sophie qui connaît le propriétaire, elle peut te pistonner. Tu veux que je nettoie le sol sous les tableaux des autres? Ma voix tremblait légèrement. Il n'y a pas de saut métier, Mao, a intervenu Sixtine, piquant une cerise dans son assiette. Et franchement, vu ton CV, c'est inespéré. Au moins, tu servirais à quelque chose dans le monde de l'art. Si tu ne peux pas créer de la valeur, au moins, nettoie-la. Com a ricané derrière son écran. C'est une promotion, techniquement. De chômeuse à technicienne de surface, c'est une ascension sociale. J'ai regardé le papier entre mes mains. L'encre rouge du cercle semblait saigner sur la page. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre que la galerie mentionnée dans l'annonce, je la connaissais très bien. C'était l'une des galeries qui me suppliait depuis 2 ans pour avoir une exclusivité sur mes œuvres. Ils cherchaient une femme de ménage parce que leur personnel était débordé par l'affluence lors de ma dernière exposition collective. La tentation de rire était forte, mais elle était étouffée par une tristesse immense. Ma propre mère me voyait plus apte à tenir un balai qu'un pinceau. Elle préférait me savoir femme de ménage, salariée plutôt qu'artiste libre. C'était la limite de son amour, il s'arrêtait là où commençait l'insécurité sociale. Je vais y réfléchir, ai-je menti en reposant le papier. Ne réfléchis pas trop longtemps, a dit maman en reprenant sa fourchette. Les bonnes opportunités ne restent pas indéfiniment. Et Anne-Sophie attend mon appel. Elle pensait m'avoir tendu une perche de sauvetage. Elle ne voyait pas qu'elle essayait de m'enchaîner au fond de l'océan. Je me suis sentie plus seule que jamais au milieu de cette famille, une étrangère parlant une langue qu'il refusait d'apprendre. Mais le pire restait à venir. Le sujet de mon hangar allait bientôt arriver sur la table, et avec lui, la destruction finale de mes dernières illusions familiales. En parlant d'opportunité, a lancé Com, sa voix trahissant une excitation malveillante. Il avait enfin posé sa fourchette pour tenir son iPad à 2 mains, comme un prophète tenant les tables de la loi numérique. J'étais curieux. Maman parle toujours de ton loft d'artiste, mais on sait tous que c'est un euphémisme pour dire squat. Alors j'ai tapé ton adresse sur Google Maps. Il a fait glisser son doigt sur l'écran et l'a orienté vers le centre de la table. Maman, Sixtine et Enguerrand se sont penchés, avides de voyeurisme. Regardez-moi ça, a commenté Com. Bienvenue à Pantin, le nouveau Brooklyn, ou plutôt le nouveau Tchernobyl. Sur l'écran, l'image Street View montrait la façade de mon immeuble. C'était une ancienne usine textile du 19e siècle, le Tisserand. De l'extérieur, j'avais volontairement laissé les murs de briques rouges dans leur jus, patinés par le temps et la pollution.
Il y avait même un vieux graffiti un peu délavé sur la porte métallique du garage qui disait « Résistance ». Aux yeux de ma famille, habituée aux façades en pierre de taille du 16e arrondissement nettoyées au Karcher tous les ans, cela ressemblait à une ruine. Mon Dieu, a soufflé maman, horrifiée. C'est là que tu vis. Mais c'est insalubre. On dirait un endroit où les drogués vont pour faire leurs affaires. Regardez les fenêtres, a pointé Sixtine avec une grimace de dégoût. Ce sont des barreaux? On dirait une prison. Mao, tu vis en prison? Ce sont des structures industrielles d'époque, ai-je défendu calmement. C'est du style Eiffel. C'est très recherché. Recherché par la police, peut-être, a ricané Enguerrand. Franchement, Mao, c'est irresponsable. Si tu as besoin d'argent pour un dépôt de garantie dans un studio décent, on peut peut-être, enfin, je ne sais pas, on ne peut pas te laisser vivre dans un taudis pareil. Qu'est-ce qu'on dirait si cela se savait? Com a zoomé sur l'entrée. Il y a même des poubelles qui traînent devant. C'est glauque. Je parie qu'il y a des rats gros comme des chats à l'intérieur. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ce que Google Maps ne montrait pas, c'était l'intérieur. Passé cette porte métallique glauque, on entrait dans un havre de paix de 400 mètres carrés. Des plafonds de 6 mètres de haut, une verrière immense inondant l'espace de lumière naturelle, un sol en béton ciré chauffant, une cuisine de chef, et mon atelier rempli de toiles en cours. C'était un palais moderne caché dans une coquille brute. Une métaphore parfaite de ma vie, riche à l'intérieur, modeste à l'extérieur. Mais il ne voyait que la brique sale. Il ne voyait que la surface. C'est calme, ai-je dit. Les murs sont épais. J'ai de l'espace pour peindre. C'est tout ce qui compte. L'espace pour peindre. A répété maman avec amertume. Tu sacrifies ta sécurité et ta dignité pour peindre. Tu as 32 ans, Mao. À ton âge, j'étais déjà mariée, j'avais 2 enfants et un appartement avenue Victor Hugo. Toi, tu vis dans une zone industrielle avec les rats. Je ne vis pas avec des rats, maman. Sixtine m'a dit qu'elle en avait vu un la dernière fois qu'elle t'a déposé. C'était un chinchilla, ai-je rectifié, fatigué. Celui de mon voisin, un sculpteur uruguayen de renommée mondiale. Il s'était échappé dans le couloir. Un voisin sculpteur, dans un immeuble en ruine. Bien sûr, a ironisé Enguerrand. C'est pathétique, Mao. Vraiment. Tu vis dans un fantasme d'artiste maudit, sauf que tu n'es pas Baudelaire. Tu es juste pauvre. Le mot a claqué comme un fouet. Pauvre. C'était le verdict final. La condamnation sans appel. J'ai baissé les yeux vers mon assiette vide. J'étais sur le point de leur dire. J'étais sur le point de crier, j'ai acheté cet immeuble cash. Il vaut 4 millions d'euros. Mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. À quoi bon? Ils penseraient que je mens. Que je délire. Et c'est à cet instant précis, alors que le mépris atteignait son paroxysme, que le destin a décidé d'intervenir. Un son. Un simple son numérique a changé le cours de la soirée. Gling gling. Bip bip. Les notifications ont retenti simultanément sur l'iPad de Com et le téléphone d'Enguerrand. Une alerte rouge. Une nouvelle urgente. Le bruit des notifications a coupé net les lamentations de maman sur mon hygiène de vie. Com a froncé les sourcils, agacé d'être interrompu dans son bashing familial, mais son réflexe de tech addict a pris le dessus. Il a glissé son doigt sur l'écran. Enguerrand, lui, a sorti son téléphone de sa poche intérieure, l'air important. Probablement le marché asiatique qui ouvre, a marmonné Enguerrand. Le yen est instable. Mais son expression a changé instantanément. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est entr'ouverte. Au même moment, Com a poussé un juron, oubliant qu'il était à table avec sa mère. Putain! C'est pas possible. Quoi? A demandé Sixtine, impatiente. Le Bitcoin a encore chuté? Non, a soufflé Com, levant les yeux vers nous. Il avait l'air choqué, presque effrayé. Le site de Forbes vient de cracher. C'est une alerte mondiale. Le Monde, Le Figaro, CNN, ils en parlent tous. Mais de quoi? A crié maman. Une guerre?
Une pandémie? Non, a dit Enguerrand, la voix blanche. C'est une nouvelle sur le marché de l'art. Une bombe. Il a tapoté sur son écran pour rafraîchir la page. Ça y est, ça charge. Écoutez ça, exclusif Forbes, l'artiste le plus secrété le plus cher de la décennie enfin démasqué. Mon cœur a raté un battement. J'ai posé mes mains à plat sur mes genoux, sous la table, pour qu'il ne voie pas qu'elles tremblaient. Je savais que cet article devait sortir la semaine prochaine. Mon agent m'avait promis que j'avais encore 7 jours d'anonymat. Il y a eu une fuite. Vespé, a continué Enguerrand, lisant le titre avec une vénération soudaine. Vespé sort de l'ombre. Vespé? Sixtine s'est redressée. L'artiste dont on a acheté la toile pour le mariage? Oui. Tais-toi, écoute. Enguerrand était fébrile. L'article dit, après des années de spéculation, l'identité de l'artiste connu sous le pseudonyme de Vespé a été confirmée suite à une fuite de documents bancaires liés à la vente record de sa collection Lumière Noire au musée Guggenheim pour 85 millions de dollars. 85 millions? A répété maman, incrédule. Pour des tableaux? C'est l'artiste vivant le plus influent d'Europe, a coupé Com, lisant sur son iPad. Attendez, il y a des photos du studio. Ils disent que Vespé travaille dans le plus grand secret. Il s'est tu. Il a froncé les sourcils, zoomant sur l'image. C'est bizarre, a-t-il murmuré. La description du lieu. Une forteresse d'art cachée dans une ancienne usine textile réhabilitée à Pantin, banlieue nord de Paris. Un silence lourd est tombé sur la table. Pantin, a répété Sixtine, sa voix montant d'un octave. Comme Mao. C'est une coïncidence, a dit maman rapidement, nerveusement. Pantin est grand. Il y a beaucoup d'usines. Regardez la photo, a insisté Com en tournant l'écran. La façade en briques rouges. La porte métallique avec le graffiti Résistance. Enguerrand a arraché l'iPad des mains de Com. Il a regardé la photo, puis il m'a regardé. Puis il a regardé la photo à nouveau. C'est ton immeuble, Mao, a-t-il dit, mais c'était plus une question qu'une affirmation. C'est le taudis qu'on vient de voir sur Street View. Vespé vit dans le même immeuble que Mao, a demandé Sixtine, excitée. Mais c'est génial. Mao, tu le connais? Tu l'as déjà croisé dans l'escalier? Mon Dieu, imagine si on peut le rencontrer grâce à toi. J'ai pris une gorgée d'eau. L'eau était fraîche, limpide. Elle m'a aidé à calmer le feu qui brûlait dans ma poitrine. Continue de lire, Com, ai-je dit doucement. Il doit y avoir le nom de l'artiste quelque part. Ils étaient tellement aveuglés par leurs préjugés qu'ils ne comprenaient toujours pas. Pour eux, je ne pouvais être que la voisine pauvre du génie riche. L'idée que je puisse être le génie ne traversait même pas leur esprit. C'était inconcevable. C'était contre nature. Mais les pièces du puzzle allaient bientôt s'assembler, et l'image qu'elles allaient former allait détruire leur vision du monde. Com a repris l'iPad, ses doigts glissant frénétiquement sur l'écran tactile. L'excitation dans la pièce était palpable, une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur la tête. Il pensait avoir touché le jackpot par procuration. Avoir une connexion, même ténue, avec une célébrité mondiale suffisait à faire briller leurs yeux d'opportunistes. Le nom n'est pas encore confirmé officiellement à l'UQOM. Mais Forbes a fait une enquête approfondie. Ils ont tracé les registres des Beaux-Arts de Paris. L'artiste serait une femme, née en 1992, diplômée avec les félicitations du jury mais ayant disparu des radars officiels juste après. 1992, a calculé maman. C'est ton année de naissance, Mao. Il y a beaucoup de gens nés en 92, maman, a répliqué Sixtine, agacée que l'attention se porte sur moi. Et Mao n'a pas eu les félicitations du jury, si. Elle a à peine fini son année. J'ai eu mon diplôme, Sixtine, ai-je corrigé. Tu n'étais juste pas venu à la remise. Com ne nous écoutait pas. Il était captivé par une autre image de l'article. Attendez. Regardez ça. C'est une photo prise par un paparazzi lors d'un vernissage secret à Berlin l'année dernière. On ne voit pas le visage de l'artiste, juste ses mains en train de signer une lithographie. Il a zoomé au maximum.
L'image était un peu granuleuse, mais on distinguait clairement les mains fines, élégantes, tenant un stylo plume en or. Il y a un détail distinctif à Luco ma voix haute. L'artiste possède une petite cicatrice en forme de croissant de lune sur la phalange de l'index droit. Le temps s'est arrêté. Tout le monde à cette table connaissait cette cicatrice. Comme le premier. Il avait 8 ans, j'en avais 14. Nous jouions dans le jardin de la maison de campagne. Il avait lancé un sécateur qui traînait, par jeu, par bêtise. La lame m'avait entaillé le doigt. Il y avait eu beaucoup de sang, des cris, une visite aux urgences. C'était notre histoire. C'était ma marque. Com a levé les yeux de l'écran. Il était pâle. Il a regardé ma main droite, posée calmement à côté de mon verre de vin que je n'avais pas le droit de boire. Ma cicatrice, blanche et nette, brillait sous la lumière du lustre. Mao, a chuchoté Com. Sa voix tremblait. Ta main. Quoi, sa main, a demandé Enguerrand, confus. Elle a les mains sales, on sait. Non, a dit Com. Il a tourné l'iPad vers eux, l'image zoomée sur la cicatrice bien visible. Puis il a pointé mon doigt. Regardez. La cicatrice. C'est la même. C'est exactement la même. Sixtine a regardé l'écran, puis ma main. Elle a cligné des yeux, une fois, 2 fois. Son cerveau luttait pour rejeter l'information. C'était un bug dans son système de croyance. C'est ridicule, a-t-elle lâché, un rire nerveux montant dans sa gorge. Tu dis que Mao est Vespé? Mao. Regarde là. Elle porte une robe qui ressemble à un sac poubelle. Vespé est milliardaire. La robe. A murmuré Com, une nouvelle réalisation frappant son esprit. Il a scrollé plus bas dans l'article. Il y a une section sur le style vestimentaire de l'artiste. Vespé est connu pour porter exclusivement des créations sur mesure du designer japonais Yohji Yamamoto, refusant les logos et l'ostentation. Il m'a regardé avec des yeux nouveaux. Il ne voyait plus un sac à patates. Il voyait soudain la coupe, la matière, la chute parfaite du tissu. C'est du Yamamoto, a-t-il demandé, stupéfait. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris mon verre d'eau et bu une gorgée, savourant le silence qui s'installait. Un silence lourd, épais, terrifiant pour eux. Non, c'est impossible, a martelé Enguerrand, refusant d'y croire. C'est une coïncidence. Une énorme coïncidence. Mao n'a pas un sou. J'ai vu son dossier de prêt il y a 5 ans. Elle était insolvable. Les gens changent en 5 ans, Enguerrand, ai-je dit. C'était la première fois que je parlais avec ma vraie voix ce soir-là. Une voix assurée, froide, dénuée de toute soumission. Prouve-le, a défié Sixtine. Si tu es si riche et célèbre, prouve-le. Montre-nous ton compte en banque. Ah non, c'est vrai, tu as 12 € dessus. C'est là qu'Enguerrand a eu une idée. Une idée fatale. Les registres de société, a-t-il dit précipitamment. Si elle possède l'immeuble, son nom doit être sur le cadastre ou les statuts de la société. C'est public. Il a sorti son téléphone professionnel, ses doigts tapant frénétiquement sur l'application de données financières qu'il utilisait pour vérifier la solvabilité de ses clients. Adresse, 14 rue de la Filature, Pantin. Propriétaire. Il s'est tu. Sa mâchoire s'est décrochée. Enguerrand fixait son téléphone comme s'il venait d'y lire sa propre nécrologie. Son visage, habituellement rougeaud à cause du vin, avait viré au gris cendre. Alors, a pressé maman, la main sur le cœur. Qui est le propriétaire, Enguerrand? Dis-nous que c'est une société russe ou un fonds de pension américain. Enguerrand a dégluti difficilement. Il a levé les yeux vers moi. Il y avait de la peur dans son regard. De la peur pure. Propriétaire, SASMH Holdings, a-t-il lu d'une voix étranglée. Capital social, 50 millions d'euros. Présidente et actionnaire unique, Mao Hélène de Valois. Clang. La fourchette de maman a glissé de ses doigts et a heurté le bord de son assiette en porcelaine de Limoges. Le son a résonné comme un coup de gong dans la salle à manger silencieuse. Mao. A soufflé Sixtine. Tu,
Tu possèdes une holding de 50 millions? C'est juste la structure immobilière, ai-je précisé calmement, comme si je parlais de la météo. La société qui gère mes droits d'auteur et les ventes d'œuvres, Valois Art, est domiciliée au Luxembourg. Je ne voulais pas mélanger les actifs. Mais, comme bégayait, son arrogance technologique volatilisée. Le livret A? Les 12 euros? Un leurre, comme. Un simple leurre. Je garde ce compte ouvert pour, eh bien, pour des moments comme ce soir. Pour voir jusqu'où vous iriez dans le mépris si vous pensiez que je n'avais rien. Je me suis tourné vers Enguerrand. Il transpirait visiblement. Tu te souviens de ce que tu as dit tout à l'heure, Enguerrand? Que l'art était un jeu de riches? Tu as raison. Et tu joues avec mon argent. Je ne comprends pas, a-t-il balbutié. La toile que tu as commandée pour le mariage, ai-je continué, impitoyable. La Vespé. Tu es passé par la galerie Perrotin, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, incapable de parler. Mon agent m'a appelé ce matin. Il y a un problème avec le versement de l'acompte de 50 000 euros. Apparemment, ta carte Platinum a été refusée. Plafond dépassé, je suppose? Ou peut-être que tes bonus ne sont pas aussi élevés que tu le prétends? Sixtine s'est tournée brusquement vers son fiancé. Quoi? La carte refusée? Enguerrand, tu m'avais dit que tout était réglé. C'est une erreur de la banque, a-t-il crié, paniqué. Un bug informatique. Non, ce n'est pas un bug, ai-je dit. J'ai vu le dossier. Tu es surendetté, Enguerrand. Tu vis au-dessus de tes moyens pour impressionner ma sœur et mes parents. Tu achètes mes tableaux à crédit pour prouver ta valeur, alors que je pourrais acheter ta banque demain matin si l'envie m'en prenait. La phrase est restée suspendue dans l'air. Je pourrais acheter ta banque. Maman avait l'air de faire une attaque. Elle portait la main à sa poitrine, respirant par petites bouffées rapides. Mao, ma petite fille. Tu es riche? Ce n'était pas de la joie. C'était le choc de voir la hiérarchie familiale inversée. Le boulet était devenu le roi. La servante était devenue la reine. Je ne suis pas seulement riche, maman. Je suis influente. Je suis respectée. Le directeur du Louvre m'appelle par mon prénom. Et vous m'avez traitée comme une mendiante parce que je portais des chaussures confortables. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit, a gémi Sixtine, des larmes de frustration montant aux yeux. On est ta famille. On aurait pu t'aider à gérer. On aurait pu faire des choses ensemble. M'aider? J'ai ri, un rire sec et sans joie. Tu m'as proposé de garder les cadeaux dans un placard, Sixtine. Tu avais peur que je te fasse honte. Maintenant, tu as peur de quoi? Que je ne te paie pas tes fleurs d'Équateur? Elle a baissé la tête. J'avais visé juste. À ce moment-là, la porte de la cuisine s'est ouverte. Lison, une jeune étudiante qui faisait des extras pour le service lors des dîners de maman, est entrée avec le plateau de fromage. Elle s'est figée en voyant l'ambiance mortuaire. Puis, elle a vu l'iPad toujours allumé sur la table, montrant la photo de mes mains et de mon studio. Elle m'a regardé. Elle a regardé l'écran. Ses yeux se sont agrandis comme des soucoupes. Lison a lâché le plateau de fromage sur la desserte avec un claquement sonore. Elle a oublié tout protocole, toute discrétion professionnelle. Elle a fait 2 pas vers moi, les mains jointes comme en prière. Madame, a-t-elle commencé, la voix tremblante d'émotion. Excusez-moi, j'ai vu l'article en cuisine sur mon téléphone, mais je n'osais pas y croire. C'est vous? Vous êtes Vespé? Toute la famille a regardé la servante, puis moi. C'était la confirmation extérieure, le sceau de vérité apposé par un tiers. J'ai souri à Lison, un sourire vrai et chaleureux, le premier de la soirée. Oui, Lison. C'est moi. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé, les larmes aux yeux. J'étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne. J'ai écrit mon mémoire de Master 1 sur votre utilisation de la lumière dans la série Obscurité urbaine. Vous avez changé ma façon de voir le monde. Votre art, c'est viscéral.
Elle parlait avec une passion brute, ignorant totalement ma mère qui la foudroyait du regard, ou essayait, car maman était encore en état de choc. Merci, Lison, ai-je dit doucement. Ça me touche beaucoup. Plus que vous ne le pensez. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Juste sur une serviette en papier? Personne ne me croira jamais. Bien sûr. J'ai pris le stylo Mont Blanc qu'Enguerrand avait posé près de son assiette, l'ironie ne m'échappait pas, et j'ai signé la serviette en l'un de mon nom d'artiste, avec ce paraphe nerveux et distinctif que les collectionneurs s'arrachaient. Tenez. Et pour votre mémoire, envoyez-moi une copie à la galerie. Je le lirai. Lison a serré la serviette contre son cœur comme une relique sacrée et a reculé vers la cuisine, murmurant des merci éperdus. La porte s'est refermée. Le silence est retombé, mais il était différent maintenant. Ce n'était plus le silence du mépris, c'était le silence de la défaite. Bérengère a été la première à tenter de se relever des décombres. Elle a lissé sa nappe, pris une grande inspiration, et a composé un sourire terrifiant de fausseté. Eh bien, a-t-elle crié, sa voix montant dans les aigus. Quelle nouvelle extraordinaire! Ma fille, un génie. Je l'ai toujours su, au fond. Tu tiens ça de moi, tu sais. J'avais un très bon coup de crayon au lycée. Maman, arrête, a grogné Côme, qui semblait avoir rapetissé sur sa chaise. Mais c'est vrai, a-t-elle insisté, se tournant vers moi avec des yeux brillants de cupidité. Mao, ma chérie, tu imagines? On doit fêter ça. On doit organiser un grand cocktail. Je vais appeler Anne-Sophie, elle va en mourir de jalousie. Sa fille est avocate? La mienne est une star internationale. Et pour le mariage, a enchaîné Sixtine, séchant ses larmes instantanément. Mao, oublie cette histoire de salle des cadeaux. C'était une blague, voyons. Je veux que tu sois mon témoin. Et, peut-être qu'on pourrait voir pour cette toile? Si c'est toi l'artiste, tu pourrais nous la faire en cadeau, non? Ça ferait une économie de 50 000 € pour nous, et pour toi, ce n'est rien. Et moi, a ajouté Enguerrand, retrouvant un peu de couleur, je pourrais gérer tes actifs. Valoir, c'est ça? Je peux te proposer des montages fiscaux très avantageux aux îles Caïmans. Entre familles, on se fait des prix. Je les ai regardés, un par un. Leurs visages avides, leurs sourires carnassiers. Ils ne s'excusaient pas. Ils ne regrettaient pas de m'avoir humilié. Ils regrettaient juste de ne pas avoir su plus tôt qu'ils pouvaient m'exploiter. La tristesse a disparu. La colère a disparu. Il ne restait plus qu'une froide lucidité. Non, ai-je dit. Le mot a claqué, simple et définitif. Non, a répété maman. Non. Pas de cocktail. Pas de témoin. Pas de gestion de fortune. Je me suis levée. J'ai pris mon sac à main, contenant mon chéquier d'une banque privée suisse, et je me suis dirigée vers la porte. Où vas-tu? A crié Sixtine. On n'a pas fini le dîner. J'ai fini, ai-je répondu. J'ai eu ma dose. J'ai vu qui vous étiez vraiment. Vous n'aimez pas Mao. Vous aimez Vespé. Mais Vespé n'est pas votre fille, ni votre sœur. Vespé est une entreprise. Et cette entreprise vient de décider de rompre toute relation commerciale avec vous. Je suis retournée dans l'entrée pour récupérer mon manteau. Maman m'a suivi, trottinant sur ses talons, Enguerrand et Sixtine sur ses talons. Mao, sois raisonnable, a supplié maman, agrippant mon bras. On est ta famille. Le sang est plus important que tout. Le sang? J'ai dégagé mon bras doucement mais fermement. Tu m'as proposé un poste de femme de ménage il y a 20 minutes, maman. Tu as eu honte de mes chaussures. Tu as eu honte de mon odeur. C'était pour ton bien. Je voulais que tu aies une situation. J'ai une situation. J'ai une situation que tu ne peux même pas imaginer. Mais ce n'est pas grâce à toi. C'est malgré toi. J'ai pris le paquet emballé dans du papier journal qui traînait toujours sur la console, là où elle l'avait abandonné comme une ordure. Tiens, ai-je dit. J'allais oublier ton cadeau d'anniversaire. Maman a regardé le paquet avec un intérêt nouveau. Maintenant qu'elle savait que j'étais riche, ce papier journal ne semblait plus pauvre,
il semblait probablement artistique et avant-gardiste à ses yeux. Oh, Mao! Qu'est-ce que c'est? Elle a tendu les mains avidement. C'est une esquisse, ai-je dit. Un original. Signé. Les yeux d'Enguerrand ont brillé. Un original de Vespé? Ça vaut au moins 15 000 €, même pour un croquis. Probablement plus, ai-je confirmé. Surtout que c'est une période rare. J'ai commencé à déballer le papier journal. Le dessin est apparu, le visage de ma mère, capturé avec tendresse et mélancolie. C'était beau. C'était probablement la chose la plus aimante que j'avais créée pour elle. C'est magnifique, a murmuré Sixtine, calculant déjà le prix de revente sur eBay. J'ai regardé le dessin. Puis j'ai regardé ma mère. Tu ne l'aurais jamais accroché, n'est-ce pas, ai-je demandé. Si tu ne savais pas que je valais des millions, ce dessin aurait fini à la poubelle ce soir même. Elle a ouvert la bouche pour mentir, mais elle n'a pas pu. Elle a baissé les yeux. C'était la réponse. C'est bien ce que je pensais. D'un geste sec et précis, j'ai déchiré le dessin en deux. Le bruit du papier épais qui se déchire a été plus violent qu'une gifle. Mao, a hurlé Enguerrand, comme si j'avais tué quelqu'un. Tu es folle. Tu viens de détruire 20 000 €. J'ai déchiré les deux moitiés en 4, puis en 8, jusqu'à ce qu'il ne reste que des confettis de charbon et de papier. J'ai laissé les morceaux tomber sur le tapis persan immaculé de l'entrée. Ce n'était pas de l'argent, Enguerrand, ai-je dit froidement. C'était de l'amour. Mais visiblement, vous ne connaissez pas la différence. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. L'air frais de la cage d'escalier m'a frappé le visage, purifiant mes poumons de l'odeur de cire et d'hypocrisie. Ne reviens pas, a crié Sixtine, hystérique, voyant sa décoration de mariage gratuite s'envoler. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus ma sœur. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire, ai-je répondu. Je suis sortie et j'ai claqué la porte derrière moi. Le bruit a résonné dans tout l'immeuble, un point final définitif à 30 ans de souffrance. En bas, dans la rue, une voiture noire aux vitres teintées m'attendait. Ce n'était pas un Uber. C'était mon chauffeur privé, que j'avais appelé discrètement pendant le dessert. Il a ouvert la porte arrière. On rentre à Pantin, madame, a-t-il demandé respectueusement. Oui, Jean. À la maison. Je me suis enfoncé dans le cuir souple de la banquette. J'ai sorti mon téléphone. J'avais 3 appels manqués du directeur du musée d'art moderne et un message de mon agent, le secret est dehors. Le monde entier veut savoir qui est Vespé. Tu es prête? J'ai regardé par la fenêtre les immeubles bourgeois du 16e s'éloigner. J'ai pensé à ma famille, là-haut, ramassant probablement les morceaux de papier déchirés pour essayer de les recoller avec du scotch, pathétique et désespéré. J'ai souri. Oui, ai-je répondu au message. Je suis prête. 6 mois ont passé depuis ce dîner. Je n'ai jamais revu ma famille. J'ai entendu dire que le mariage de Sixtine avait été annulé ou du moins, considérablement réduit faute de financement. Apparemment, la banque d'Enguerrand a fait une enquête interne sur ses dépenses et il a été rétrogradé. Il n'est plus en charge des clients VIP. L'ironie est douce. Ma mère a essayé de me contacter. Des lettres, des appels, même des apparitions devant mon immeuble à Pantin. Mais mon service de sécurité, oui, j'ai dû en engager un depuis la révélation, a pour instruction stricte de ne laisser entrer personne portant le nom de Valois. Elle a donné une interview à un magazine People, prétendant être ma muse et mon soutien inconditionnel. J'ai laissé faire. Si ce mensonge l'aide à dormir la nuit, grand bien lui fasse. La vérité est dans les morceaux de papier déchirés sur son tapis. Ma carrière a explosé. Le fait que je sois une jeune femme vivant dans une usine réhabilitée a ajouté au mythe. L'héritière qui a choisi la bohème, titrent les journaux. Ils ne savent pas que je n'ai rien hérité d'autre que des traumatismes, et que tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même, coup de pinceau après coup de pinceau. Je vis toujours à Pantin. Mes voisins savent qui je suis maintenant, mais ils s'en fichent. Pour eux, je suis toujours la fille qui prête du sucre et qui aide à porter les courses. Lison, l'étudiante serveuse, travaille désormais pour moi.
Elle est mon assistante personnelle et je finance son doctorat. Elle est devenue la petite sœur que Sixtine n'a jamais su être. Parfois, le soir, quand je peins dans mon immense atelier baigné de lumière lunaire, je repense à ce dîner. Je repense à la honte que je ressentais dans le métro, à la peur de leur jugement. Et je réalise une chose essentielle. Leur mépris était mon carburant. Sans leur rejet, je n'aurais peut-être jamais eu la rage nécessaire pour réussir. Ils voulaient me briser, ils m'ont forgé. Ils m'ont appelé raté, et ce faisant, ils m'ont donné la liberté d'échouer, d'essayer, et finalement, de triompher sans leur permission. La meilleure vengeance n'est pas de les détruire. C'est d'être heureuse. C'est d'être libre. C'est de devenir exactement ce qu'ils disaient que je ne serais jamais, importante. J'ai encadré la petite annonce pour le poste de femme de ménage que ma mère m'avait donné. Elle est accrochée dans mon bureau, juste à côté de ma couverture de Forbes. C'est mon memento mori. Un rappel constant que la valeur que les autres vous donnent ne vaut rien. Seule la valeur que vous vous donnez compte. Je m'appelle Mao. Je suis Vespé. Et je ne m'excuserai plus jamais d'être qui je suis. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est la première fois que je la raconte en entier. Si vous avez aimé cette revanche, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » à cette vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation où l'on vous a sous-estimé? Comment avez-vous réagi? Partagez vos histoires, je les lis toutes. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire. À très vite.